un peu, puis après je vous laisse la parole, je vous pose des questions. Je me suis presque chronométré avant pour voir si c'était pas trop long, j'ai vu que c'était trop long. Mais je le fais quand même. Guy Prigent. La partition suit son chemin de sourcier. Sous les pierres de la montagne, les sons s'engorgent, se fraient un chemin. Entre l'étoffe, le bois du sureau, le cuir de la peau et le métal. De cet alphabet sonore, communie ensemble une communauté d'hommes sous le toit du monde. Encore Guy. Sur l'effluve tiède du temps se creusent les chemins, et les routes parfois se croisent, là où s'effritent les certitudes. Et... Édouard Glissant, un poème qui me fait penser à Laure Morali en plus. J'ai vu la terre lointaine, ma lumière, mais elle n'est qu'à ceux qui la fécondent, en moi et non pas moi en elle. Les tribus guerroyèrent pour la garde du sel, les nations lèvent pour apprendre la saveur. Que ceux qui ont oué la nuit boivent aussi à la fontaine de ce matin, une autre terre m'appelle, c'est Afrique et ce ne l'est pas. Elle me fut terre silencieuse. Écoutez, chacun danse dans la justice de son corps et de sa voix, en l'honneur de l'éternel feu. Encore glissant. Il faut savoir être en dette. Puis le soleil, ce seul royaume. C'est au début d'Afrique. Puis le soleil, ce seul royaume, qui était la terre d'enfance, qu'il est si simplement. Tout ce temps blessé pour en venir au secret du sel qu'une île porte. Cette grande ambition de vouloir qualifier le temps. Chacun ne fait que tendre cet espace en lui. Où se résume son mot, où sa lumière bruit. J'ai vu mon île sur son autan, le sel du poème à la fin dépose dans la terre qui s'alentit. Et pour finir, Alexis encore. C'est la première fois de ma vie que je mets des post-it dans les livres. Ce que j'aime dans les villes, ce sont les interstices, les horizons que l'on remarque à peine, le tissu conjonctif qui relie les lieux touristiques et par contradiction les disqualifie. Même dans les bourgs où l'espace est plus surveillé, voire manucuré, où une coquetterie s'installe, on remarque ces cabanes bancales dans les jardins, ces taches noires en forme de test de recherche sur les portes de garage. Ce lierre séché dans une ascension morte des façades parce qu'il fut coupé à la base. Ce sont ces branches cassées, ces ratés, ces lapsus d'aménagement qui font la valeur d'un endroit et qui touchent, en sont les empreintes et ont bien plus de valeur que son visage photo. Non. C'est pour cela que j'aime les tags appliqués à la sauvette, embrumés de perspectives non linéaires et encadrés des notations en langue cryptique, surtout s'ils sont signés. Une hérésie dans cette mélodie du bonheur, d'une bouteille ou d'une canette de bière. Écrire là-dessus m'emplit d'une sérénité de tristesse. Je pense au regard de Ray Davies et des Kings sur la société anglaise des années 1960, à son coucher de soleil sur la gare de Waterloo, à la fausse quiétude de ses après-midi ensoleillés, à ses infléchissements sonores en lignes de basse descendante. Il y avait dans cette musique un désespoir tranquille, un savoir constant qu'on faisait partie de ce dont on souriait. Il y a un monde à explorer dans les fissures du plafond. Il y a des tassements que nous pouvons accompagner. Il y a en nous une énergie à orienter vers moins de contrôle. Nous devrions nous abandonner au passage du temps, mieux mesurer l'inéluctable, approuver le dérisoire en toutes choses, nous retirer dans la sombre des arbres
nous sevrer de nos rêves de cathédrale et admirer la vibration de certaines lignes minimalistes étirées à l'infini dans la légèreté des ossements d'oiseaux sur la pelouse où traînait hier un cadavre de chouka. Il ne reste aujourd'hui qu'une rémige. Alors, je vais parler d'une conversation que j'ai vue pour vous poser une question entre Jean et ma compagne. Ils sont tous les deux nés sur une île. Ils se regardaient et Jean dit « On ne peut pas comprendre. On ne sait pas ce que c'est de naître sur une île. On ne peut pas comprendre. » Et je les ai vus tous les deux se regarder. J'ai bien vu qu'ils voyaient sans doute la mer. Et j'ai vu que j'avais un manque. Je sais que vous n'êtes pas nés sur une île, mais je sais que vous y avez vécu. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que de vivre sur une île? Quelles en sont les manières d'aimer, peut-être les manières de mourir, de marcher, les douleurs, les détestations, les violences, les bonheurs? Moi, j'ai envie de lire un texte que vous avez écrit. Louis Marin. Louis Marin, c'est un auteur qui a écrit de la représentation. Louis Marin écrit que les îles sont des terres médiatrices, sur la limite du monde, ni en dehors de lui, ni en lui, sur la frange indiscernable de l'intérieur et de l'extérieur, comme à l'ourlet du monde, en cette ligne sans épaisseur où il cesse d'être au monde, où il commence de l'être. L'île dispose de ce pouvoir et de ce paradoxe à nul autre pareil, celui d'étirer l'espace, de repousser les limites d'un monde fini pour signaler la terre aux marins et annoncer la mer aux terriens. Le désir d'île est désir d'espace, d'inconnu, à apprivoiser. De nouveaux continents sauvages à apprivoiser, pour que l'homme retrouve l'état de nature à ordonner, à circonscrire de ses multiples usages, dans un maillage infini de signes et de signaux. Ainsi sont nées les premières architectures, sépultures, ermitages, tours de guet, moulins à vent, phares, amères sentinelles et amères mémorielles, pour garder les traces des premières conquêtes de la culture technique sur la nature littorale, les premiers alignements géométriques d'un espace bientôt triangulé, aménagé, entre autres par les géographes. Vous savez que ce sont les géographes qui ont commencé, on va dire, à donner des noms aux îles aussi, hein, mais aussi les philosophes. Hein, je pense à Pline dans l'histoire naturelle, à ces îles fantômes, à ces îles mouvantes. Hein, je pense à Délos, à Rhodes, mais aussi à des îles comme Délos, tirées par un bateau qui va se retrouver en Sicile, ou même le dos d'une baleine. Les îles fantômes, les îles flottantes, les îles imaginaires des cartographes, comme je le disais, l'Atlantide de Homère, Platon, englouti par Zeus, l'île de Thulé aussi, à l'extrême nord de l'Œcumène, Pline l'Ancien et d'autres. L'île navigatrice, hein, je pense à Saint-Brandan, on n'a jamais retrouvé son île à Saint-Brandan, les îles perdues, et puis les îles éphémères, celles qui sont nées, comme celle dont nous parlera Vanessa, près des îles Westman, mais aussi d'autres îles englouties, des îles... J'aime les cartes, moi, parce que justement, on imagine des îles avec des animaux fantastiques. Et puis qu'est-ce qu'une île si elle n'est pas abordée aussi, quelque part? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur j'ai beaucoup navigué entre les îles, mais j'ai aussi beaucoup travaillé autour des phares, voyez. Et je me rappelle d'un gardien de phare, qui fut à Fresles, d'ailleurs, un certain temps, qui disait que un phare, c'est une île, mais c'est une île où la mer tourne autour et que le phare, lui, est immobile. De même que les phares parlent entre eux et les îles, peut-être, parlent entre elles, entre les poèmes qui se disent autour des îles. Voilà. Bon, moi, je vais parler aussi. Moi, j'ai vécu longtemps donc, sur des îles. J'ai vécu une grande partie de mon enfance en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, j'ai vécu 18 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et j'ai vécu un peu à Ouessant également. Et donc, si on met tout bout à bout, ça fait à peu près un tiers de ma vie quand même. Donc,
tu parlais de vivre sur une île quand on n'était pas né sur l'île. Il y a un troisième statut, en fait. Moi, j'ai vécu tellement longtemps à Saint-Pierre-et-Miquelon, et je dois dire que pendant 18 ans, je n'ai pas fait... Enfin, c'est pas moi, c'est pas de me vanter que de dire cela, parce que si ça n'avait pas été le cas, je l'aurais su. Mais je n'ai pas fait d'erreur majeure, si vous voulez. Parce que quand on fait une erreur, même au bout de 15 ans, c'est comme au jeu de loi, on retourne à la case départ, vous voyez. Bon, il faut encore 15 ans pour se rattraper. Bon. Donc j'appartenais à une troisième catégorie. Je n'étais pas né sur l'île, je venais de l'extérieur, je n'étais plus identifié comme quelqu'un de l'extérieur, parce que j'étais là depuis trop longtemps, les gens m'aimaient bien, etc. Il faut aussi qu'on soit adopté, qu'on soit intégré, comme on dit. Et à tel point qu'un jour, Yvon Lemaine, que tout le monde connaît ici, était venu à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il avait fait une conférence sur les poètes bretons. Et donc, il avait commencé par les grands anciens, vous voyez, Guy Vic, Xavier Graal, tout ça, enfin les gens morts, quoi. Et après, il était arrivé aux vivants. Et à un moment, il avait parlé de moi. Et il y avait eu un remous dans l'assistance, parce que les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas un poète breton, c'est un poète Saint-Pierrais. Donc, vous voyez, donc ça appartenait à une sorte de troisième catégorie comme ça, vous voyez. Et donc, tout ça pour dire que je voudrais dire deux mots sur le fait d'écrire sur une île quand on habite sur l'île. Parce que l'immense majorité des textes écrits sur les îles sont écrits de manière, comme disent les sociologues, de manière exogène. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui peuvent éventuellement y rester un certain temps, mais qui n'habitent pas là, qui retournent chez eux ensuite. Vous voyez, quand on habite là, c'est tout à fait autre chose, qu'on y soit né ou pas. Enfin, tout dépend de la durée du séjour, évidemment. Donc, en fait, sur une île, c'est très compliqué parce que tout le monde, tu parlais de vivre, mourir, etc. Tout le monde se connaît et tout le monde sait tout de tout le monde. Vous voyez. Alors, il y a beaucoup de commérage, mais il y a aussi beaucoup de silence. C'est-à-dire qu'on ne dit pas certaines choses, même si on les sait, ce qui fait que c'est paradoxalement aussi un espace de liberté. Vous voyez, vous êtes totalement ligoté par tout ce que les gens savent sur vous. Mais en même temps, comme ils ne peuvent pas dire grand-chose dans la mesure où vous en savez autant sur eux, vous voyez, c'est la petite dissuasion nucléaire. Hein, enfin, voyez-moi. Donc, eh bien, tout le monde ayant plus ou moins un squelette dans son placard, si vous voulez, eh bien, on en reste au statu quo. Vous voyez. Donc, par contre, ce qu'on va, et c'est là que je rejoins la question de l'écriture et de la littérature, on va en rester à une langue cryptique. C'est-à-dire que sur les îles, les gens parlent toujours à double sens. On sait ce qu'ils veulent dire, on sait de quoi ils parlent, puisqu'on sait. On sait déjà. Mais ça n'est jamais dit. Vous voyez ? Donc c'est vraiment la distance poétique. On dit une chose sans la dire. On est toujours entre les lignes. Vous voyez ? Et c'est pour ça que les gens comprenaient parfaitement ce que j'écrivais. Les pêcheurs, les femmes de ménage, etc. Ils comprenaient parfaitement, parce qu'on vivait le même vécu, ils comprenaient mon malaise, même si je ne disais jamais pourquoi il y avait malaise. Vous voyez ? Une fois, j'avais écrit un texte sur le sentiment de délivrance que j'avais de sortir de Saint-Pierre-et-Miquelon et d'arriver à l'aéroport de Halifax, en Nouvelle-Écosse, où tout le monde parlait anglais, où c'était l'anonymat absolu, l'anonymat signifiant évidemment le bonheur, hein, bon, la liberté, enfin, la respiration. Donc, et j'avais peur que les gens prennent ça mal. Et les gens de l'île de Saint-Pierre et de Miquelon, et ils m'ont dit non, mais on vit la même chose. C'est pas seulement vous, hein, c'est nous, hein, on vit tous la même chose. Quand on sort de l'île, c'est une délivrance, vous voyez. Et donc on vous en veut pas du tout. Vous avez dit ce qu'on pensait, vous voyez. Bon, il faut dire qu'ils ne lisaient que les passages. Enfin, comme ils m'aimaient bien, ils ne lisaient que certaines parties du livre. S'ils ne m'avaient pas aimé du tout, ils auraient lu d'autres aspects. Et alors là, j'aurais passé un très mauvais moment. Et donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment une lecture à double sens. Et c'est vraiment l'espace poétique, parce qu'on peut s'exprimer en abstraction ou bien comme ça, entre deux eaux tout le temps. Tout le monde comprend. Parce que c'est ce non-dit qui est le langage des îles, en fait. Donc, je m'arrête là. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Je n'ai pas connu, mais ma mère m'en a parlé, parce que moi, je ne suis pas né à Bréa, mais ma mère est née à Bréa et j'y ai vécu. Et il y avait un anarchiste espagnol, El Campasino, qui avait été emprisonné à Bréa. C'était un anarchiste espagnol après la Révolution. Et celui-ci est resté 2 ou 3 ans à Bréa.
Et en fait, il se sentait en pleine liberté parce qu'il pouvait courir partout, il pouvait faire la fête. Il a essayé de s'échapper une fois, mais en fait, il est revenu. Il était très bien sur l'île. Voilà. Ah, ce que tu as dit sur l'écart entre ce qu'on se dit fait penser à une phrase de Barthes qui dit la politesse vaut mieux que la sincérité, elle fait confiance à l'intelligence de l'autre. Il y a peut-être une politesse dans la poétique de chacun. Tu as mangé un peu une de mes questions, mais c'est pas grave, je la posée quand même parce qu'elle s'infléchit un peu ailleurs. Ce que je vais vous demander, c'est... je voulais vous demander, parce qu'on demande ça à tout poète, qu'est-ce que la langue vous a fait, mais avant ça, je voudrais vous demander qu'est-ce que les îles ont fait à votre langage? Moi, les îles, elles m'ont beaucoup appris parce que bon, je suis ethnologue de formation et je me suis beaucoup intéressé à la toponymie nautique, y compris à Saint-Jacques-de-la-Mer. Et je me suis régalé hier en entendant tous ces noms que j'avais écoutés aussi, hein, des rochers, des îles, etc. Et les lieux de pêche. Et il y a c'est vrai qu'il y a un vocabulaire extrêmement riche, hein, qu'il soit en français, en breton, en gallo, autour de ces lieux nommés. Et pour exister, il faut les nommer, il faut les traduire, les interpréter, les imaginer. Et c'est extrêmement riche. Moi, j'habite sur une presqu'île aussi, je le disais hier, entre Trieux et Tréguier. Et il y a l'archipel d'Olonne, c'est au bout du sillon du Talbert, hein, qui est devenu une île, justement. Et l'archipel d'Olonne, c'est pareil, il y a plein de mots extraordinaires. Et il y a en breton, il y a le coin du pain blanc, par exemple. Il y a Main Burns, la tête de la jument, il y a plein de noms riches, il y a le mot étable aussi. Et c'est des mots qu'on va retrouver aussi sur les vieilles cartes marines. Et ça me passionne. Et par contre, ce n'est plus transmis, justement, ce vocabulaire. Et puis, il y a des expressions aussi. Et c'est pour ça, pour moi, l'île, en fait, elle fait éclore plein de mots. Et après, on relit ces mots et on fait de la poésie. Donc, moi, je vais répondre aussi à travers mon enfance en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai vécu longtemps sur l'une des îles Loyauté. C'était même pas la Nouvelle-Calédonie elle-même, c'était une île d'un archipel au large de la Nouvelle-Calédonie. Donc, Lifou, il y a trois îles dont l'une est connue pour des raisons tragiques, Ouvéa, Maré et Lifou. Et en fait, toute mon enfance, je l'ai passée... Enfin, c'est cette enfance qui a fait de moi un écrivain. C'est la Nouvelle-Calédonie qui a fait de moi un écrivain, ça, c'est absolument certain, pour des tas de raisons. À cause de la nature, d'abord, parce que c'était un paradis terrestre absolu, où j'étais comme un enfant sauvage, mais comme je dis toujours, parce que mes parents me laissaient beaucoup de liberté, mais avec une bibliothèque. Vous imaginez un enfant sauvage, Mowgli avec une bibliothèque, c'était un peu moi, quoi. Donc, c'est une enfance de rêve. Et... je vivais dans un espace circulaire. Tout était circulaire. L'île n'était pas très grande. Les cases des Mélanésiens étaient évidemment totalement circulaires. Tout était totalement circulaire. Et j'ai très vite, jeune, enfin enfant, appris, comme on apprend un langage, à m'orienter dans un espace circulaire. Quand je suis arrivé à Brest, à l'âge de 9 ans, où tout le monde connaît Brest, ville reconstruite à l'américaine, à angle droit, etc., eh bien, je me perdais. Je rentrais, à l'époque, les parents n'allaient pas chercher les enfants à l'école, hein, et mes parents avaient une activité syndicaliste qui les tenait jusqu'à 19h, 20h tous les soirs. Et donc, je rentrais tout seul chez moi. L'école était au lycée, enfin bon, c'était surtout quand j'étais en CM2, était à un quart d'heure de chez moi. Je mettais 1h30 à rentrer, parce que je me perdais, je me cognais contre l'arsenal, mais jamais je ne m'affolais, parce que j'avais une telle, sérénité en moi, grâce à cette enfance calédonienne, que je trouverai toujours. Hein. Et puis, comme ça, par ricochet, vous voyez. Et puis, un jour, et puis, quelquefois, j'avais un copain qui, je me rappelle en particulier d'un fils de boulanger qui prenait le frais à sa porte. Il me voyait passer, et il me ramenait chez moi. Et alors, tout ça pour arriver à la littérature, parce qu'en réalité, mes textes sont tous circulaires. Ceux qui m'ont lu, c'était évident. Ils sont comme des organismes de mots, hein, c'est une expression que j'emploie parfois, mais ils tournent sur eux-mêmes.
ils ont leur propre respiration, ce sont des îles, chacun des textes est une île en fait, ce qui d'ailleurs est peut-être la définition du texte poétique en fait, hein. Parce que tout s'entremêle, enfin, je veux dire, il n'y a pas un début, une fin. Bah, si, quelquefois un peu, parce qu'il faut être compréhensible. Mais en même temps, il y a des circulations qui sont presque organiques à l'intérieur des textes. Et surtout, ils sont refermés dans une sorte d'enveloppe, qui est celle de la forme, et qui les contient comme une île ou comme un être vivant, quoi. Et ça, c'est venu de la Nouvelle-Calédonie. C'est venu de mon enfance à Lifou, cette manière d'organiser les textes. C'est comme ça que je lis les textes et puis la poésie. Il y a un danger, une chance ou un risque avec Archipel, c'est que il a un côté métaphorique fractal. Ça m'embête de parler des fractales devant Jean, mais on pourrait dire qu'un livre est une île, mais lui-même archipel d'îles. Mais il y a peut-être un moment où il faut s'arrêter. C'est comme avec les empiristes. Le contexte, à un moment, il faut l'arrêter. Il faut avoir du flair. Comme les îles, ça s'arrête où une île? Est-ce que l'Australie est une île? Là, on l'accepte encore, mais on ne va pas dire que voilà. Je cite une phrase de Rilke qui me fait tout à fait penser à ce qui. C'est pas pour rien que je l'ai noté, à ce que tu viens de dire. C'est dans une lettre qu'il écrit à une musicienne, Benaventura. Quand la musique parle, ce n'est pas à nous qu'elle parle. Le chef-d'œuvre accompli de l'art n'a affaire à nous que là où il nous survit. Le poème entre dans le langage par l'intérieur, d'un côté toujours détourné de nous. Il le remplit, il le comble merveilleusement, montant vers lui jusqu'à l'extrême bord, mais plus jamais il ne se tourne vers nous. Et ce que le sculpteur peut montrer à sa pierre, c'est surtout combien plus splendidement elle se referme elle-même. Et ça me fait vraiment penser à ce que tu viens de dire et à ce caractère d'île de la poésie. Il y a quelque chose je trouve très intéressant dans l'archipel, c'est qu'ils tiennent leur unité, leur être ensemble de leur séparation. C'est le principe de la phrase. Les mots de l'écriture, peut-être pas de la parole, il faudrait qu'on parle de la parole, mais de l'oralité, je veux dire. Dans l'écriture, c'est bien ce qui sépare qui nous permet de faire sens les mots les uns avec les autres. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pour ça que j'ai lu aussi des textes, c'est que il me semble que les livres d'Alexis sont des îles, eux-mêmes sans doute en archipel avec d'autres livres. Moi, maintenant, tu appartiens à mes archipels d'auteurs. Mais à l'intérieur, ce sont des îles comme ça. Nietzsche écrit un peu comme ça. Il fait des îles dans ses 17, c'est dans la géologie de la morale, et d'autres. Hein. C'est fermé, c'est vrai. Ça ne se tourne plus vers nous. C'est comme des morceaux de perfection. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers ça. Vous savez, il y a des grandes histoires, parfois ces morceaux, ça tient par le dedans, ça tient dans tous les mondes, y compris dans un autre monde. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers ça. Là, jamais Alexis ne fait croire. Jamais non mais c'est ça. Jamais on est toujours dans le crédit. Jamais ça ne fait croire. Et donc ma question, c'est justement, est-ce que les livres sont des îles, même si tu as un peu répondu. Est-ce qu'ils sont des archipels, eux-mêmes constitués d'îles, ou est-ce qu'on s'arrête peut-être? Et est-ce que les poésies, elles, sont des îles, mais jamais des archipels? C'est-à-dire que jamais dans une poésie, il y a une île à l'intérieur. C'est une île. Je ne sais pas si j'ai bien posé, mec. Tu veux répondre? Non. Donc, oui, bon, en fait, bon, je pense que c'est bien de revenir à la notion même d'archipel. En fait, dans un archipel, les îles sont complémentaires, en fait. Elles sont toutes extrêmement différentes. Il y a quelquefois une île qui est... Enfin, il y a presque toujours une île qui est la locomotive des autres îles, enfin, qui domine, qui est la capitale, si j'ose dire, des autres îles, et que les autres îles complètent ou à laquelle elles sont accrochées, si vous voulez. Et une île qui aide en quelque sorte les autres. Il y a des îles... bon, si je prends par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon, bon, Saint-Pierre, c'est une île qui est un port naturel, toujours libre de glace. C'est une île minuscule, hein, elle fait 8 km sur 8 pour 6 000 habitants. Hein. C'est un port naturel protégé par une autre île qui est une langue de terre
un petit peu comme celle qui protège le port de Molène et qui s'appelle l'île aux Marins. Et, et donc là, c'est la capitale. C'est là que c'est déjà très insulaire dans la mesure où on est à quasiment 5000 km de la métropole. Hein. Mais si l'on prend Miquelon, qui est une autre île, qui est une île plate, une île qui a été investie parce qu'elle était bordée de graves naturels. Le mot grave vient du mot grève. Hein. Ce sont des plages de galets sur lesquelles on séchait la morue avant l'invention des séchoirs artificiels. Vous voyez ? Et encore avant l'invention de la congélation. Et donc, c'était des plages de galets comme ça qu'on aménageait pour sécher la morue. Et c'est pour ça que les gens sont allés à Miquelon. Vous voyez, aujourd'hui, Miquelon, et c'est pour ça que c'est un archipel, vit ce qu'on appelle une double insularité. C'est-à-dire que l'insularité de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle s'exerce par rapport à la métropole, et l'insularité donc de cet archipel par rapport à la métropole, et l'insularité de Miquelon, elle est par rapport à Saint-Pierre et par rapport à la métropole. C'est-à-dire qu'elle dépend totalement de Saint-Pierre. Il y a des moments où la météo interdit totalement la navigation et le passage en avion de Saint-Pierre à Miquelon. On peut ne pas être approvisionné encore aujourd'hui pendant 3 semaines en hiver. Hein. Donc Miquelon est le village, puisqu'il n'y a que 600 habitants, le plus équipé de France. Vous avez un mini-hôpital, vous avez tout ce qu'il faut pour survivre. Vous avez une station, mini-station de télévision et de radio, vous avez une poste, vous avez tout. Parce qu'il faut vivre en circuit fermé pendant 3 semaines, éventuellement. Vous voyez ? Et donc, c'est totalement passionnant. Et aujourd'hui, ce village, d'ailleurs, va disparaître puisqu'il est à 2 mètres de haut, étant donné justement qu'il était à fleur d'eau pour le séchage de la morue. Et donc, la montée des eaux fait qu'on n'a plus le droit de construire là. Et bon, les gens sont en train de partir, en fait. Et donc, en ce qui concerne, donc j'essaie d'aller un peu plus vite, mais le rapport avec les textes, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans un ensemble de textes, tous les textes ne doivent pas... Moi, j'écris par, justement, addition de textes. Hein. Ça peut être lu dans le désordre, ça peut être lu à l'envers. Enfin, on peut en lire un, puis lire le suivant 3 mois après. C'est pas du tout gênant. Et c'est que ça fonctionne comme des recueils de poèmes, même si je rappelle que pour ceux qui n'ont pas ouvert mes livres, même sans les lire, qu'il s'agit de la prose, hein, de prose. Donc, et tous ces textes, évidemment, communiquent les uns avec les autres, d'une certaine façon. Hein, je veux dire que... je fais attention de ne pas tout le temps dire la même chose, de ne pas me répéter. Même de ne pas répéter certains mots. Quelquefois, je suis un fou maniaque sans doute, mais à 30 pages près, je vois une répétition. Vous voyez, bon, donc, on me l'a fait remarquer d'ailleurs quelquefois. Donc tellement c'est... Bon, tout est un petit peu en place comme une sorte de mosaïque, vous voyez. Et donc, mais en même temps, il faut de la variété et il faut que tout ça soit complémentaire et que la circulation, elle fonctionne au niveau du livre aussi. Vous voyez ? Donc, la courbe des textes n'est pas due au hasard, même si chaque texte est indépendant. Il y a une sorte de courbe qui est un voyage, qui est aussi comme un tour de chant, si vous voulez, chez un chanteur. Et vous prenez les mêmes textes, vous les mettez dans un autre ordre, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ce soit dans cet ordre-là. Et c'est là qu'il y a cet effet d'archipel. C'est un archipel géographique, mais c'est aussi un archipel temporel, si j'ose dire. On passe d'une île à l'autre dans un certain ordre. Voilà. C'est une pensée aléatoire aussi, je pense. Oui. Alors, j'ai plein de questions à vous poser. J'ai une question que j'avais envie de poser. Est-ce qu'il y a des livres qui ne soient pas les vôtres qui vous ont fait des... Alors, parce que quand vous parliez des îles, par exemple, pour Alizée, ma compagne, elle va dire quelque chose qui n'est pas ce que vous dites. À un moment, je lui dis, mais tu ne te sais pas se sentir enfermé sur une île. Elle me dit, mais ça ne va pas. Je me rappelle, ça ne va pas. Je vivais au milieu de l'infini. Elle dit, comment veux-tu te sentir enfermé au milieu de l'infini ? Et elle, c'est dans les continents qu'elle se sent enfermée. Quand elle vient à Saint-Jacques, quand elle prend la voiture et qu'elle sort, elle a un petit moment, elle me dit, j'ai un petit bug, j'ai un moment d'adaptation. Parce que je pense qu'elle voudrait retrouver la mer de l'autre côté. Et je vois bien dans le continent comme son corps est parfois entravé. C'est-à-dire que même il y a des effets de corps. J'aurais aimé que vous m'en parliez aussi, mais je vais revenir à ce que vous disiez. Mince, ça m'est sorti du coup en parlant. Bon, tant pis, ça me reviendra tout à l'heure.
Je voulais vous parler du temps, et je parlais hier avec Guy des mémoires. Enfin, j'ai fait un saut, ne vous inquiétez pas, on est fontaine. Et j'ai noté un poème de Glissant. Je dis avant le poème de Glissant. Parce que nous sommes insus, je pourrais dire insulaires, hein. Parce que nous sommes insus, nous coulons dans cette rivière, des graviers marquent lents au sable, une bête longue file au bambou. Et je voulais savoir si... Alors ma question c'est, je pense que vous êtes fidèle au temps. Cette écriture est une écriture qui est fidèle au temps. C'est ce que je veux dire aussi quand je dis qu'elle ne fait pas croire. Et je voulais savoir si vivre sur une île rendait fidèle au temps. Mais à travers ça, quel rapport il y a à la mémoire? Je suis étonné, par exemple, il y a une stèle ici pour... comment il s'appelle, Alain? Les cheveloirs. Merci, Alain. Les cheveloirs. Les vieilles pêcheuses qui allaient pêcher la crevette. J'ai traversé pas mal de campagnes. Je n'ai jamais vu une stèle sur les ramasseurs de betteraves. Je ne sais pas si c'est le tourisme qui fait qu'on a vu, mais il y a une identité qui est marquée. Il y a des mémoires qui ne vont pas avec des mémoires instituées. Il y a des histoires, comme hier on l'a vu, des histoires minuscules qui ne vont pas avec la grande histoire instituée qu'on voudrait nous imposer. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le continental. Donc c'est aussi de ça que j'aurais aimé que vous me parliez. Oui. J'étais en train de relire un texte que j'avais écrit justement autour d'une petite île que nous avons fréquentée avec Vanessa, des ethnologues, des sociologues, des photographes, des peintres, qui s'appelle Carnes, qui se trouve à côté de Port-Salle. Et nous sommes allés plusieurs années de suite, moi en 2000. Et Carnes, c'est un petit îlot qui fait 1,5 hectare. C'est un grain de sable qui a été cartographié à la fin du XVIIe siècle par ses contours, ses limites, sa bordure, mais vide de ses caractéristiques, comme une myriade de points, une tache avec quelques couleurs, pour désigner les roches immergées ou émergées. Mais les îles sont des dangers pour les navigateurs. Elles flottent, elles bougent, elles disparaissent et réapparaissent. Après le paysage des marées, le paysage évolue sans cesse. Et l'école de cartographie du Conquet a pu s'y tromper au XVIe siècle, comme les militaires quelque temps plus tard, malgré les dangers des roches de Port-Salle. Et Carl, c'est une cartographie sensible, refuge, isoloir pour des ermites, avec un isthme qui marque le passage, un tombolo, comme de nombreuses îles qui la relient à la côte à marée basse. Un relief dominé par un tumulus, point dominant de l'île, de forme bombée, la bête, Carne justement. À l'est, monolithe au nord, de forme animale, connu sous le nom de Djaol Bian. Enfin, le grand rocher au nord, dit aussi Djaol Vraz. Il y a un four à Guémon, un bunker. L'île est bien habitée par toutes ces histoires, ses traces, par ses rencontres, ses parcours. C'est pas un isolat. Elle est parcourue par nos désirs, notre imaginaire. Et qu'est-ce qu'un lieu entre le local et le global? Pourquoi y revient-on? Et pourquoi, depuis des millénaires, quelqu'un y est toujours revenu? Il y a des lieux sans histoire, mais peut-on imaginer une histoire sans lieu, c'est-à-dire sans acteur, sans homme? Carne signifie en breton, mais sous l'influence du français, la corne du sabot du cheval. Mais le mot celtique renvoie également au funéraire, au cimetière, comme le tumulus qui domine son relief. Il renvoie aussi au roi aux grandes oreilles, le roi Mar, le roi Midas de Phrygie, mais aussi à la légende de Sébillot, du barbier qui tua le roi Carne. Et c'est pour ça que quand tu parles de mémoire, je pense qu'une mémoire, comme tu dis, elle s'épaissit, elle se nourrit, elle se transforme, elle se partage. Et puis quand on parle d'île, moi je pense aussi, je pense certes à l'estran, à ses courbes, à sa convexité, mais aussi à tous ces rochers qui sont tout autour et qui sont autant d'îlots quand on parle d'archipel, justement, tu vois. Et les rochers, justement, ils ont des formes utiles pour nourrir l'imagination locale, pour figurer une ressource. Alors moi, c'est plutôt sur du breton, là, mais Carré-Kéo, le caveau pour guetter le homard ou le congre, pour les ormeaux, Menarbigina, la roche au Guémon, ou encore les pladénous, c'est des roches plates qui sont taillées, utilisées pour sécher les algues. Lorsque la roche est entourée d'eau, on dit sklossen, elle est nouée, comme rorkum, ou lorsqu'elle est dénouée à chaque marée, elle se libère de cet encerclement.
dont certains lutins peuvent être responsables. On parle du trou du lutin. Certains rochers élèvent la mer, ce sont les Lorrainous, là où les bateaux font souvent naufrage. Et c'est pour ça que toutes ces roches, pour moi, ce sont des petites îles, en fait. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, il y a la grande île tout autour. Mais ce qui est peut-être plus important, ce sont tous ces petits îlots, tous ces tous ces récifs qui sont tout autour et qui nourrissent notre imagination. Et, oui, certes, oui. Et c'est marrant parce que je repensais aux peintres. Moi, je travaille beaucoup depuis 30 ans sur un peintre qui s'appelle Louis-Marie Fodac, que vous ne connaissez pas. C'est plutôt un peintre du Trégor Goëlo, un dessinateur surtout, 1840-1916. Et il a dessiné des dizaines et des dizaines de carnets. C'est un vrai chroniqueur de la vie rurale et maritime. Et alors c'est marrant parce que dans ses dessins, il y a souvent des petites inscriptions. Il marque des projets de couleurs. Il y a des heures aussi, parce qu'il se levait très tôt, il se baladait le soir aussi. Donc il y a beaucoup de couleurs du levant et du couchant. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ces carnets, il va les reprendre 20 ans après. Et c'est très difficile de trouver la chronologie. Et moi, ce que j'apprécie dans ces dessins, c'est qu'il traduit l'esprit des lieux. Et chaque dessin, pour moi, est une poésie. Et elle me donne envie d'écrire. Et j'écris beaucoup autour de ce peintre parce qu'il m'inspire énormément. Je dirais plutôt de ce dessinateur. On le rapproche un petit peu de Mathurin Méheut, mais c'est encore plus vif. C'est plus un Junking ou un Boudin. Et beaucoup de dessins qui traduisent, je ne sais pas comment dire ça, ce qu'il y a aussi des gestes, des postures, des situations, des lieux, mais c'est lumineux et c'est très très fort. Pour moi, c'est extrêmement inspirant, voyez. Et justement, il a aussi beaucoup dessiné les îles, les rochers, les hommes et les femmes au travail. Et ouais, pour moi c'est aussi un dessinateur d'archipel quelque part, mais comment dire, j'allais dire d'archipel à terre et en mer, parce que à chaque fois chaque scène est une scénographie ouais, elle traduit la poésie des lieux. C'est difficile à expliquer, excusez-moi. Donc, bon, je vais répondre également à ta question. Bon, il ne faut pas oublier non plus que chaque île est un lieu de focalisation, c'est-à-dire que l'île est le centre du monde. Et on voit le reste du monde comme la périphérie de l'île, en fait. Quand je parle de focalisation, on peut parler même de focalisation géographique. C'est-à-dire que si vous regardez une carte du Japon faite par les Japonais, enfin le Japon sur le planisphère, sur la carte du monde, le Japon est au centre. C'est-à-dire qu'au centre, vous avez l'océan Pacifique. Et sur les bords, vous avez le continent européen, africain, et puis de l'autre côté, l'Amérique. Vous voyez, et puis au milieu, il y a un grand vide maritime avec le Japon, quoi. Et chaque île fonctionne comme ça, d'une certaine façon. Et puisqu'on parle de mémoire, c'est la même chose du point de vue temporel. Si vous allez à Saint-Pierre-et-Miquelon, bon, il n'y a pas qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais la Deuxième Guerre mondiale, c'était hier, je veux dire. Et la Deuxième Guerre mondiale, elle est vue à travers l'épopée de Saint-Pierre-et-Miquelon pendant la Deuxième Guerre mondiale, à juste titre d'ailleurs, parce que c'était le premier lieu de France à être libéré de la collaboration, puisque le gouverneur, c'est-à-dire le préfet de l'époque, était pétainiste, et De Gaulle avait envoyé évidemment 3 corvettes et un sous-marin pour libérer Saint-Pierre-et-Miquelon, et puisque le gouverneur donnait ordre de tirer sur les avions canadiens quand même, c'était grave. Et puis il ne voulait pas qu'il y ait une base sous-marine allemande qui s'installe là. Donc c'est une véritable épopée. Vous voyez, donc, et les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon ont donné énormément en termes de marins. Et les femmes s'engageaient beaucoup. Beaucoup se sont engagées dans la radio. Vous voyez, elles sont passées du côté
à Londres avec De Gaulle et tout. Enfin, donc tout est vu de ce point de vue-là. Vous voyez, on parle de point de vue historique, mais si on parle d'autres mémoires, par exemple, moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est histoire naturelle. Enfin, donc j'avais un très grand ami là-bas qui est toujours vivant, d'ailleurs, qui est un homme très âgé aujourd'hui, et qui était un botaniste. Alors les botanistes, c'est une espèce très particulière. Hein. Je veux dire, ce sont des obsessionnels absolus. Et ils connaissent des choses que moi, il a essayé 1000 fois de m'enseigner certaines particularités des plantes, mais c'est trop complexe. Ça ne va pas avec ma petite mémoire. Donc, cet homme a inspecté un herbier qui avait été fait par les frères de Plohermel au XIXe siècle, qui donc était en mission à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était installé là-bas, et dont l'un d'entre eux avait constitué un herbier exceptionnel. Et dans cet herbier, il y avait une orchidée qui avait été récoltée là, mais il avait oublié de dire à quel endroit. Vous voyez, il l'avait récoltée. Et cette orchidée est une petite orchidée, je suis désolé d'entrer dans les détails un peu, mais toute petite comme ça, dont les fleurs sont verdâtres, donc se distingue mal de la verdure environnante, même si c'est très sec dans ce coin-là. Et surtout, elle ne fleurit que tous les 15 ans. Et donc, il a passé sa vie, comme le capitaine Ahab avec Moby Dick, à chercher cette orchidée. Et il l'a toujours pas trouvé, ou bien comme le professeur Monod avec l'aérolite dans le désert du Chinguetti. Il l'a cherché pendant toute sa vie et il la cherche toujours. Et un jour, il pense qu'elle est plutôt du côté de l'Anglade, dans l'île sud de Miquelon, et il pense qu'il la trouvera un jour. Mais ce que je veux dire là, c'est que la mémoire, c'est vraiment effectivement une exploration, alors soit historique, soit naturaliste, en profondeur. C'est-à-dire que plus l'espace est restreint, plus il est restreint en extension, plus on va travailler en compréhension, c'est-à-dire en profondeur, en approfondissant sans arrêt pour aller dans le détail, pour aller dans des choses minuscules et récupérer cette mémoire qui est une mémoire verticale, si j'ose dire, hein, et pas du tout un truc horizontal où on se perdrait comme ça dans les grands espaces. Ouais. Et les temps sont-ils diffractés, enroulés? On a quand même affaire à un temps linéaire, un temps... Les temporalités vont Ah, complètement, mais sur l'île, mais c'est un peu un piège hein, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le temps est ralenti, voire même arrêté. Si on n'aime pas une île, on peut la voir comme un purgatoire. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose, on attend toute sa vie finalement qu'il se passe quelque chose. On attend. Et si cette île est synonyme d'argent et d'hélice de Capoue, on y perd sa vie. Hein, je veux dire, on la vend à quelque chose, quoi. Enfin, je suis un peu dur et amer là peut-être, mais c'est dangereux. C'est pas le même temps qu'à l'extérieur. Hein. Et d'ailleurs, c'est très difficile quelquefois de travailler à distance avec des gens qui sont sur des îles parce qu'ils ne réagissent pas aussi vite que nous. Ou alors, quelquefois, plus vite. Quand ils sont en colère, ça va très vite parce que les structures sont à proximité. Donc, on va agresser le préfet. Bon, dans l'après-midi, c'est réglé. Vous voyez, bon. Donc, mais si on est à distance et qu'on veut vraiment travailler de manière soutenue, ils ne voient pas pourquoi on est aussi excité, quoi. Vous voyez, donc c'est pas le même temps. Donc il faut toujours s'harmoniser un petit peu. Mais c'est intéressant, c'est enseignant, c'est formateur, je dirais. Mais en Bretagne, avec les marées, on fonctionne avec les marées quand on habite sur une île, hein, où l'île est atteignable ou n'est pas atteignable. Ça, c'est aussi très important. Ça dédouble l'espace, et ça l'étire. Moi, quand j'ai vécu à Bréa pendant 1 an et demi, il y a quelques années, et on fonctionnait, alors je travaillais aux huîtres en plus, et on fonctionnait complètement avec la marée. Et je me rappelle que... comment dire, l'hiver, le dernier bateau était à 17h, et donc je ne pouvais pas rentrer, je travaillais sur le continent, je ne pouvais pas rentrer sur l'île, et j'étais obligé de dormir sur le continent. Et c'est... Mais tout est lié à la marée, tout est lié à la marée. À moins de ne pas fréquenter les bords, mais sinon... Et puis il y a cette instabilité, justement. À tel point que ma maman, qui était dans le sud, à Collioure, je crois, elle m'a dit quand la mer est toujours là, on ne dirait pas la mer. Ouais, ouais.
Ouais, mais c'est pour ça qu'on a l'impression qu'une île, elle est pas immobile, qu'elle bouge, qu'elle navigue en fait quelque part, grâce peut-être à cette histoire de marée aussi. Et puis comment dire, sa géographie, son relief aussi bouge tout le temps. C'est pas figé du tout, quoi. Enfin, moi je le vis comme ça. Alors, bon, il nous reste peu de temps, vous avez peut-être des questions à poser. Mais j'aurais voulu poser une question sur... parce qu'il y a une question de la relation. La question est très bien posée, archipel au pluriel. Et on a bien vu qu'il n'y a pas deux îles semblables, même s'il y a peut-être des invariants, qu'on voit tout de suite d'ailleurs. Ou comment relier les solitudes. Ce qui m'a beaucoup intéressé, ce n'est pas des solitudes. Hein. Je pense que relier des solitudes, ce n'est pas Galates 3,28, il n'y a plus ni juif ni grec. La religion, ça veut dire relier d'ailleurs, hein, mais c'est relier tous au même. Et j'ai l'impression que là, c'est plutôt un même qui se trouve dans le divers et qui peut-être, je t'en parlais, hein, ça c'est un des mots de Glissant qui, lui, il descend des déracinés. J'en parle 2 secondes parce que c'est très beau et si ça peut vous inviter à le lire, il écrit un livre qui s'appelle Poétique de la relation et il parle d'un transbord, il parle de ces migrants nus. À qui on a migrants nus parce qu'on les a privés de leur langue, puisqu'ils étaient tous dans le même bateau, ils ne parlaient pas la même langue, de leur Dieu, de leurs coutumes, de leurs racines. Et au lieu de... Il a beaucoup d'admiration pour Aimé Césaire, mais au lieu de prôner un retour à l'Afrique, il va contre toute racine, contre tout universalisme. Et il vient affirmer en archipel, mais alors de manière fractale, je vois son monde comme un immense flocon de neige avec ce que je te disais tout à l'heure, tous les cris, toutes les couleurs, toutes les... il emprunte le terme de rhizome à Deleuze, où c'est la relation à l'autre qui va nous identifier, pour prendre un mot que j'aime pas trop. Comment relier les solitudes, ce n'est pas une relation qui va exclure l'autre. Pour ça, j'ai bien mis le titre, c'est pas des solitudes, c'est les solitudes. Et je me demandais, comme ça, il dit justement que les esclaves, ils devaient se taire. Je parlais des poétiques, hein, c'est pour parler des poétiques que nous avons tous. Ils étaient obligés de se taire. Ils n'avaient pas la possession de leur corps, ils n'avaient pas la possession de ce qu'ils avaient à dire, ils n'avaient même pas la possession de leur jouissance. Ils couchaient pour faire d'autres esclaves, ils faisaient l'amour pour faire d'autres esclaves. Et au moment où ils ont été libérés, il y a eu un grand cri. Et pour pouvoir parler, les Békés parlaient très bien créole, enfin parlaient un créole suffisant. Et pour pouvoir parler entre eux, comme ils faisaient en chuchotant, en murmurant, ils ont tout inventé à partir du cri. C'est-à-dire que c'est la force du son qui fait sens, et c'est l'accélération du discours, c'est la réaction de la phrase qui fait discours. Je ne sais pas si j'explique bien, mais c'est cela une poétique. Et chacun a sa poétique. Et dans des îles, il y a des poétiques. À Saint-Jacques, il y a des poétiques. Et chacun a une poétique. Et ma question, c'était, d'abord, que fait l'écrit à ça, à ces oralités? Parce que c'est comment l'écrit peut venir prendre l'oralité. La deuxième question, mais vous choisirez, c'est lié. Est-ce qu'un écrivain écrit en présence de tous les lieux du monde? C'est l'impression que tu me donnes. En préscience presque de tous les lieux du monde. Mais c'est lié. Et qu'est-ce qui fait la relation, telle que j'ai pu un peu en parler? Ce n'est pas nos poétiques. Mallarmé disait cette monnaie qu'on se passe en silence. Donc, on m'entend là? C'est bizarre. Ouais. Bon. Donc, en fait, j'ai un peu répondu tout à l'heure en disant qu'on avait cette langue commune qui parlait par double sens, par insinuation, etc. Et en fait, je préférerais peut-être, si tu permets, raconter une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais à Saint-Pierre et qui montre bien comment là-bas, d'une manière très matérielle, hein, les solitudes peuvent être reliées d'une certaine façon. En fait, j'étais allé avec ma famille en voiture dans une zone un peu désertique de l'île. Et à ce moment-là, il s'était levé une tempête de neige. Alors ça va très très vite. Hein. En un quart d'heure, on était dans un blizzard incroyable.
Mais donc, ça va très très vite. Vous ne pouvez pas imaginer. Chaque minute est importante. Les gendarmes avaient fermé cette route. Ils n'étaient pas allés voir s'il y avait des voitures. Hein. Ils venaient de métropole, hein, donc ils pensaient que ça allait se calmer, je sais pas. Bon, et donc, je ne veux pas dire du mal des gendarmes. Et donc ils avaient fermé. Donc, on était enlisés dans la neige, mais ça s'était passé en un quart d'heure. J'étais sorti. Alors, c'était une erreur déjà de sortir parce que j'étais trempé. Quand on parle de neige, ce n'est pas de la neige qui tombe, hein, c'est une neige qui est horizontale et qui est fragmentée, qui est à l'état de sable presque. Vous voyez, ça fait extrêmement mal. Et si vous voulez, quand vous parlez, vous devez hurler dans l'oreille de quelqu'un. Vous voyez, le vent est tellement puissant et tellement violent, si vous voulez. J'avais une maison qui était fermée à 50 mètres, je ne pouvais pas y accéder. C'était trop loin, 50 mètres. C'était impossible, je n'y serais jamais arrivé. Et donc, si vous voulez, on était bloqués. Et avec les enfants qui rigolaient un peu derrière. Et donc, si vous voulez, j'avais fait l'erreur. Après, j'ai compris qu'il fallait avoir des bougies dans une voiture parce que vous pouvez chauffer la voiture tant qu'il y a de l'essence. Mais après, c'est aussi le froid. Hein, il fait quand même moins 15, moins 20. Quoi, hein. Donc, avec les bougies, vous avez toujours de la chaleur dans l'habitacle. Et d'un seul coup, j'ai vu arriver quelqu'un de Saint-Pierre avec une voiture géante. Vous voyez, ils ont des voitures qui ressemblent plus à des tanks qu'à autre chose. Il était passé, les gendarmes, rien à faire. Hein, je veux dire, d'ailleurs, les gendarmes, ils ont peur de ce genre de personnage. Donc, il est passé, boum, et il nous a vus. Et il nous a tirés de là. Enfin, il a d'abord cassé une corde, etc. Enfin, c'était très compliqué. Et il nous a tirés, et nous, on avançait dans ses traces. Pourtant, on avait un 4x4. Hein. Et donc, et à un moment, on est arrivé à la ville. Et là, il a libéré, et puis il est parti. Et cet homme est parti sans nous dire un mot. Et pour lui, c'était normal. Il nous avait sauvé la vie, c'était normal. Moi, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais vu cet homme. Et après, j'ai fait des recherches pour le retrouver, pour le remercier. Mais pour lui, c'était normal, il ne voyait pas où était le problème. Vous voyez, bon. Donc, mais sans lui, on serait mort, hein, c'est sûr. Et alors, on a dit, oh ouais, bah, c'est une erreur, on a fermé trop tôt, mea culpa, etc. Donc, et donc, vous voyez, et c'était normal. Et les mêmes personnes, si vous voulez, peuvent être tantôt d'une extrême violence, ça peut être les mêmes, hein, tantôt se comporter comme des saints de l'Évangile. Vous avez tout l'éventail des conduites humaines, de la meilleure à quelquefois la plus violente. Quand vous faites une erreur, par exemple, si vous dites du mal de l'île, ça passe très mal. Voyez-vous, ça, c'est l'erreur numéro 1 à ne pas faire. Sur certaines îles quand même, et on le comprend, mais c'est exacerbé, vous voyez. On est tous un petit peu comme ça, un peu fiers de son lieu, etc. Mais là, ça prend des proportions, vous voyez. Et donc, vous avez tous les comportements, et là, c'est vraiment ça, c'est le lien entre les solitudes. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à avoir le moindre remerciement, ni même à nous rencontrer à nouveau un jour, parce qu'il avait repéré qu'on était des métropolitains, on aurait pu être partis 3 mois après, il n'aurait jamais su qui on était, vous voyez. Donc, moi, ça me ferait penser à l'Islande, en fait, ouais. Parce que tu as une route qui tourne tout autour, la route numéro 1, et puis tu peux te retrouver, on s'est retrouvé dans ces conditions-là avec Vanessa, justement, il y a une vingtaine d'années en Islande, perdu dans une tempête de neige aussi, avec un 4x4 complètement isolé. Mais en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est que l'Islande, vous savez que c'est le pays où on lit le plus, et c'est un pays qui, au niveau littérature, justement, n'est pas isolé, parce qu'au contraire, leur littérature est lue partout. Aujourd'hui, il y a trop de touristes certainement en Islande, mais c'est un pays aussi qui, par sa littérature, est relié au monde entier. Vous me direz comme d'autres îles, certes, hein, mais je trouve que c'est très très fort. Et comme tu le disais par rapport aux conduites des hommes, c'est vrai aussi que je vois que dans certains livres policiers islandais, il y a énormément de violence. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Et en même temps, bon, le paysage est fort. Hein. Je crois que c'est le lieu où j'ai été le plus, le plus bouleversé par l'environnement, quoi. Et surtout l'hiver, c'est extraordinaire. Mais il y a aussi beaucoup de littérature féminine dans ce pays, je trouve. Et je crois que cette langue est une langue très très ancienne en fait. Hein. Aujourd'hui, elle
elle est lue partout dans le monde. Et c'est peut-être la force aussi, peut-être, de ces pays qui sont à l'extrême, à l'ultime, aussi, de transmettre aussi des valeurs, des usages aussi, dans des pays où c'est dur de vivre. Ouais. Je voudrais justement ajouter quelque chose à ce que tu as dit et puis renouer avec ce que tu disais avant. Je suis, moi, allé aux îles Féroé, qui donc sont sur le chemin de l'Islande. Et là-bas, bon, il y a une langue qui est très particulière, qui est le féringien, qui est une des langues les plus difficiles du monde. Enfin, il faut quasiment être Einstein pour parler le féringien. Bon, donc, si vous voulez, il y a des gens qui écrivent dans cette langue et qui sont de véritables écrivains, d'autant plus que sur des îles nordiques comme ça, l'hiver est tellement long que l'activité artistique, musicale, picturale, littéraire est toujours extrêmement importante. Hein. Et là-bas, bon, comme le lectorat est quand même extrêmement limité, eh bien, on ne peut pas publier un livre par an, vous voyez. Hein, bon, je veux dire, on finirait par lasser assez vite quand même, je pense. Et les gens se mettent à plusieurs. Ils sortent un livre à 3 écrivains chaque année, chacun ayant une 60aine de pages, vous voyez. Et ce sont des livres collectifs où chacun se partage l'espace du livre et donne des nouvelles assez fréquemment, mais sans lasser, et puis dans un esprit de camaraderie pour, comme tu dis, relier les solitudes littérairement. Et il y a un esprit de corps. Parce que les artistes, moi je l'ai beaucoup observé ça à Saint-Pierre-et-Miquelon, chez les musiciens, eh bien, ils ne se marchent pas sur les pieds. Toutes les musiques sont différentes. Et parce que sur les concerts, ils sont tous là. Ils sont tous ensemble, ils sont tous camarades, ils jouent entre eux, etc. Mais chacun a son univers musical. Il n'y a pas du tout de compétition, sinon amicale, sinon dans la qualité. Mais on n'investit pas le territoire de l'autre. Ce sont des complémentarités. Les gens le font. Et ils s'entraident. Ils vont prêter leur studio à leurs camarades, etc. Enfin, il n'y a pas de rivalité. Et ça, c'est très beau. C'est pour ça que, même si on dit qu'il y a une violence sur les îles, ce qui est vrai, hein, c'est aussi quand même un espace de l'utopie. C'est aussi un espace du vivre ensemble, hein, qui pourrait nous donner des leçons tous les jours. Hein. Donc, voilà, en fait, on a le meilleur et le pire, mais c'est ça l'humanité. C'est l'humanité la plus vivante. Ouais, très juste. Alors, Jean-Pierre m'a fait signe qu'il fallait changer d'île. On a le temps de laisser les questions aux gens. Ce n'est plus possible, puisqu'il est 11h moins le quart et qu'il faut au moins un quart d'heure pour rejoindre la salle de la récré. Où vous attendent déjà un professeur de l'université de Poitiers qui est de littérature anglaise. Et puis, ça sera une rencontre avec un photographe, le photographe des îles du Nord. Donc si vous voulez poursuivre leur voyage vers les îles, je vous invite à vous rendre à la récré. Alors ceux qui ne savent pas, ils peuvent, moi je vais y aller à pied, vous pouvez me suivre. Donc voilà. Bon, on peut remercier. Ouais, merci beaucoup à vous deux. Merci pour cette causerie autour des îles. J'espère que vous vous êtes régalés. Voilà. Donc merci à vous et puis rendez-vous à la récré. Donc n'oubliez pas non plus le salon des auteurs et des éditeurs. Ils vous attendent aussi. Mais la récré vous attend aussi. Hein.